Je vais vous présenter un petit topo qui sera en 3 parties. Donc, il s'agit de présenter la neuromodulation en Nouvelle-Calédonie. Donc, je vais présenter ce topo avec Philippe Rovreau, qui est chirurgien, et puis Jean-Luc Isambert, qui est médecin de médecine physique et réadaptation au CSSR. Philippe Rovreau, lui, travaillant à la clinique Ilnoumania. Et moi-même, je suis au CHT. Donc, effectivement, il s'agit d'une collaboration interétablissement. Juste pour faire un bref rappel sur cette activité de neuromodulation en Nouvelle-Calédonie, elle a débuté autour de 2004 à peu près, à l'initiative du CHT au départ, avec des professeurs spécialisés en douleurs chroniques et en neuromodulation qui sont venus former certaines personnes en Nouvelle-Calédonie. Une activité qui a eu lieu d'abord à l'hôpital et puis après à un moment qui est parti à la clinique. À l'époque, c'était la clinique Mania. Et puis après, les choses ont fait qu'il n'y avait plus personne qui s'en occupait. Donc il y avait des gens qui avaient des appareils et il n'y avait plus personne pour les suivre. L'hôpital disait que c'était la clinique qui devait le faire. La clinique disait que c'était l'hôpital et la DAS était au milieu et cherchait une solution. Et finalement, c'est quand même très très bien parce qu'aujourd'hui, en 2020, on peut vous faire cette présentation. Et une bonne nouvelle qu'on peut dire, c'est qu'on a réussi à tous se mettre d'accord. On travaille ensemble. Donc 3 établissements, CHT, clinique et CSSR. Et on est partenaires et on a pu développer cette filière à plusieurs établissements et rendre service aux gens et faire quelque chose de bien cadré. Voilà, donc ça c'était en préambule. Alors, le sommaire, donc je vais vous parler de qu'est-ce que c'est que la neuromodulation, puisque tout le monde ne connaît pas forcément comment ça fonctionne. Alors ensuite, je vais vous parler du parcours du patient, puisqu'il y a 3 établissements, donc il y a quand même un véritable chemin à réaliser. Ensuite, Philippe Rovreau nous parlera de la technique chirurgicale qu'on utilise en Nouvelle-Calédonie. Et puis, Jean-Luc, après, nous annoncera les premiers résultats de cette filière, en sachant qu'on va juste parler des nouveaux patients qui sont dans la filière depuis le début, sachant qu'il y avait eu depuis 2004 quelques patients qu'on continue à suivre, mais qui ne font pas partie des résultats qu'on vous présente. Alors, la neuromodulation, comment ça fonctionne? Eh bien, c'est une technique pour traiter les douleurs neuropathiques qui sont... ce que je vais vous présenter, c'est qui concerne le membre inférieur. Et donc, qui dit douleur dit au départ nociception. Donc, comment ça fonctionne la nociception? Eh bien, vous avez une stimulation douloureuse périphérique à n'importe quel endroit du corps. Et puis, vous avez des nocicepteurs qui vont capter, qui vont être dépolarisés par cette stimulation nociceptive. Vous avez un premier neurone qui arrive à la moelle épinière. Et puis, vous allez avoir une synapse dans la corne postérieure de la moelle épinière. Et là, vous allez avoir un deuxième neurone qui va conduire l'information douloureuse jusqu'au thalamus en passant par la moelle épinière. Et puis, vous avez après un troisième neurone qui est thalamocortical et qui va se projeter sur des aires somesthésiques et qui va donner la sensation de douleur. Voilà comment fonctionne donc la nociception. Donc pour avoir mal, eh bien, il faut que le message arrive jusqu'au niveau du cortex. Et si on arrive à interrompre le message douloureux à n'importe quel endroit de ces systèmes de 3 neurones, eh bien, on génère de l'antidouleur. Et donc c'est ce qu'on va faire avec la neuromodulation. Alors comment on va faire? Eh bien, on va utiliser la technique du gate control ou technique de la porte, ce qui n'est pas très nouvelle, puisque vous voyez que ça a été décrit en 1965 dans Science par Melzack et Wall. Et là, ils ont pu démontrer comment, en fait, quand on se cogne la tête, qu'on a une douleur, en se massant le cuir chevelu, on arrive à atténuer cette douleur. Pourquoi? Parce qu'on active le gate control, tout simplement. Alors, comment ça marche, le gate control? Eh bien, quand on masse le cuir chevelu, quand on s'est cogné la tête, on va stimuler d'autres récepteurs, qui sont des récepteurs spécifiques de la somesthésie, donc qui sont ici en vert sur ce schéma. Et puis, c'est le neurone afférent de la partie somesthésique non douloureuse va cheminer le long du nerf également. Il va arriver dans la moelle épinière, et puis après, il va remonter, lui, sans passer par la corne postérieure immédiatement, remonter, croiser la ligne médiane et aller dans une autre zone du cerveau. Et là, on va avoir la sensation du toucher, du massage. Donc, ce n'est pas les mêmes voies, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'elles discutent entre elles, les voies de la douleur et les voies de la somesthésie, discutent entre elles au niveau de la corne postérieure de la moelle, puisque quand le message
du massage remonte dans les voies nerveuses afférentes, eh bien, il va y avoir une petite collatérale qui va se projeter vers la corne dorsale de la moelle et qui va envoyer un message inhibiteur. Inhibiteur de quoi? Inhibiteur des voies rouges qu'on a vues tout à l'heure, des voies de la douleur. Voilà. Donc ça, c'est le système de Laporte, décrit en 1965. Et donc, c'est comme ça que quand on se frotte la tête après cette cognée, on a moins mal. Alors, en neuromodulation, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va utiliser ce système, mais on va pas mettre du massage en permanence partout. Ça, c'est la technique du TENS, neurostimulation externe. Mais la neuromodulation, avec une électrode qui va être placée au contact de la moelle épinière, on va faire une stimulation antidromique, c'est-à-dire que les voies vertes que je vous ai montrées ici, on va les stimuler à cet endroit-là, et le message, il va redescendre et aller bloquer la corne dorsale de la moelle, à l'ensemble des nerfs de la partie inférieure du corps, si on la place dans la moelle dorsale. Voilà comment fonctionne en fait la neuromodulation. Donc ça va générer des paresthésies qui sont non douloureuses dans les territoires en fonction du niveau où on a mis l'électrode de stimulation. Ce qui compte, c'est bien sûr de la mettre au contact des cordons postérieurs de la moelle pour aller stimuler donc, les voies vertes que je vous ai montrées tout à l'heure, qui sont des voies qui vont être inhibitrices du message douloureux. Si on met sur la partie antérieure, on va stimuler les voies de la douleur. Donc, ce n'est pas une bonne idée. Il faut vraiment les mettre au bon endroit pour avoir l'effet positif escompté. Et cette électrode, elle sera placée dans l'espace épidural, mais Philippe nous expliquera après. Alors, où est-ce qu'on positionne l'électrode? On peut faire de la neuromodulation dans beaucoup d'endroits du corps. Et on va positionner en fait à l'étage médulaire en fonction de la zone que l'on veut soulager. Donc nous, en l'occurrence, on utilise très souvent la région T9, T10 qui nous permet d'entraîner une analgésie au niveau lombaire et des membres inférieurs. Mais on peut aussi mettre des électrodes au niveau cervical pour des névralgies cervico-ombilicales. On peut aussi stimuler directement le cortex cérébral. Mais pour l'instant, en Nouvelle-Calédonie, on ne fait que les électrodes médulaires thoraciques. Voilà, donc on a respecté les recommandations HAS de 2014 qui expliquent comment faire correctement ce type de traitement. Donc, vous pouvez lire, si ça vous intéresse, le contenu de la HAS, mais les indications. Déjà, c'est après échec des traitements pharmacologiques bien conduits, donc ça arrive en 3e ou 4e ligne. Avant, on aura essayé plein de médicaments, on aura fait de la rééducation, on aura fait tout un tas de techniques, et en cas d'échec, eh bien, on pourra proposer cette technique invasive. Donc, elle est vraiment réservée à quelques cas particuliers. Alors, c'est forcément pour une douleur chronique d'origine neuropathique, secondaire en fait, c'est une hernie discale opérée qui a mal tourné, grosso modo. Pour l'instant, c'est la plupart de nos indications. Mais la HAS propose aussi ce type de traitement pour les algodystrophies réfractaires au-delà de 6 mois des membres inférieurs. Donc on pourrait l'utiliser également. Pour l'instant, on ne l'a pas encore fait, mais ça fait partie des indications et pour lesquelles c'est remboursé. Mais également aussi pour une lésion neuropathique tronculaire d'origine diabétique, zostérienne, donc après un zona, ou traumatique ou post-chirurgicale. Et c'est vrai qu'on a un patient pour lequel on avait utilisé la neuromodulation pour une douleur neuropathique dans les suites d'une chirurgie. Donc voilà, c'est la plupart des indications qu'on retient. Et enfin, il y a aussi, ça peut être proposé en alternative à la maladie de Buerger. Donc c'est une artérite oblitérante des membres inférieurs, mais très spécifique et relativement rare. Voilà, pour nous, on n'a pas eu de demande pour ce type de pathologie pour le moment. Voilà, ici, donc c'est la plupart de nos indications, c'est des hernies discales opérées pour des lombo-radiculalgies chroniques et qui sont douloureuses. Donc les mécanismes de douleur après les opérations de la hernie, vous pourrez poser la question à Philippe, mais la plupart du temps, c'est soit malheureusement une lésion déjà effective par la hernie discale et donc séquelaire, ou alors soit de la fibrose, ou alors parfois aussi des arachnoïdites post-chirurgicales.
Il y a plusieurs étiologies, mais en pratique, quand on n'arrive pas à soulager ces patients malgré l'opération et qu'il n'y a plus d'indication chirurgicale, ben, on va proposer ce traitement. Alors comment ça se passe? Il y a 3 phases. Il y a d'abord l'implantation de l'électrode, proprement dite, qui peut être faite soit par voie chirurgicale, soit par voie percutanée. Ensuite, il y a une période test où en fait, l'électrode sort en percutané et puis est reliée à un boîtier temporaire. Et pendant cette phase test de 7 à 10 jours, nous maintenant on est sur 7 jours, on va mettre le patient en situation réelle de vie et on va l'évaluer et voir si ses douleurs ont diminué de plus de 50%. Et si c'est le cas, après une évaluation, on va en reparler, eh bien, on lui implantera le boîtier de neurostimulation au bout de l'électrode. Pour les détails chirurgicaux, vous allez avoir plus de détails un petit peu après. Donc ça, c'est les différents types d'électrodes, mais Philippe va vous expliquer ça plus longuement. Donc vous avez des électrodes chirurgicales, donc ça nécessite une véritable opération au bloc opératoire. Et vous avez des électrodes percutanées qui peuvent être mises soit par le chirurgien, soit par un anesthésiste formé. Et c'est un peu la technique de la péridurale chez les femmes enceintes. Donc c'est une technique qui est moins invasive. Voilà, il y a plusieurs indications en fonction des types d'électrodes. Pour l'instant, sur le territoire, on réalise que les électrodes chirurgicales. Alors, au cours de la phase test, donc là, c'est Jean-Luc qui développera tout ça. Il y a des soins infirmiers qui vont être faits. On va apprendre aussi aux patients à utiliser la télécommande. Et après 7 jours, on évalue la douleur et on évalue l'efficacité de la stimulation et on posera le boîtier, donc, comme je vous ai expliqué. Il y a plusieurs types de neurostimulateurs. Vous avez des neurostimulateurs. On pourra vous les montrer si vous voulez. On a des échantillons si ça vous intéresse pour les voir physiquement comment c'est. Donc des neurostimulateurs non rechargeables qui durent environ 5 ans et des neurostimulateurs rechargeables avec ici donc une télécommande patient pour pouvoir allumer, éteindre et puis régler l'intensité. Et là ici vous avez une petite ceinture pour recharger la pile, le stimulateur, et il faut recharger entre 1 fois par jour. Certains, quand ils sont très consommateurs, doivent recharger 2 fois par jour, et des fois, il y en a des patients qui rechargent 1 fois par semaine ou 2 fois par semaine. Voilà, ça dépend vraiment du programme. Le matériel, il est IRM compatible. Hein, ça, c'est vraiment important. Les 2 types de piles présentés ici sont IRM compatibles, donc on peut faire des IRM malgré ce matériel implanté. Alors ensuite, en post-opératoire, on va programmer différents paramètres. On va programmer l'intensité, on va programmer la largeur de l'impulsion, on va programmer la fréquence de l'impulsion pour avoir une efficacité en volume, en surface corporelle et en puissance en fonction de la douleur du patient. Donc ça, c'est vraiment très, très individualisé. Donc là, on a un ingénieur de chez Medtronic, donc Benoît, qui est là avec nous, qui est très très pointu dans ces différents réglages. Et ça, c'est une phase très importante parce qu'en fonction du réglage, on aura une efficacité ou pas. Bon, pour l'instant, on a trouvé des solutions à tous les patients, mais on peut faire plein de types de réglages. Et ces réglages-là, après, ils sont fixés, le patient il touche plus. Lui, il peut juste appuyer sur on-off, donc l'allumer, éteindre son neurostimulateur, et augmenter l'intensité. C'est en général les degrés de liberté qu'on lui laisse. C'est ça. Alors, rapidement, le parcours du patient. Donc, vous avez compris que le parcours est complexe. Donc, c'est des patients douloureux chroniques. Donc, ça peut être les patients que Jean-Pierre nous a présentés tout à l'heure, des patients accidentés du travail, donc qui sont vraiment dans la douleur chronique avec les différentes dimensions de la douleur. Nous, on a retenu donc les failed back surgery syndrome, c'est-à-dire les rachis opérés pour lesquels ils ont toujours mal. Qui sont en échec des traitements médicaux classiques, qui ont déjà essayé le TENS quand même. Même si le TENS ne marche pas, ce n'est pas pour ça que la neuromodulation ne marchera pas. À un moment, on a cru ça, mais en fait, ce n'est pas vrai, donc on pourra quand même le tenter. Il y a forcément une évaluation psychiatrique, parce qu'on va avoir du matériel implanté dans le corps, donc ça, ce n'est pas anodin non plus. Une évaluation psychologique, de toute façon, ces patients-là, ils ont déjà eu l'évaluation psychologique avant et une prise en charge psychologique. Donc
la chose en plus, c'est qu'il voit au moins le psychiatre avant d'être éligible à la neuromodulation. Il voit également le chirurgien du rachis. Donc là, Philippe va nous expliquer ce qu'il attend des patients et ce qu'il leur explique aussi. Et puis, ils vont être évalués aussi par le médecin rééducateur. On essaye aussi de faire rencontrer des patients qui ont déjà vécu avec une implantation pour qu'ils voient comment ça se passe dans la vie de tous les jours, quelles sont les contraintes et quels sont les avantages qu'ils ont pu avoir avec la neuromodulation. Et en général, ça prend au moins 3 à 6 mois, mais des fois, ça fait plus d'1 an qu'on est sur un projet d'implantation et que le patient a besoin de temps. Donc, c'est vraiment pas des trucs d'urgence, hein. C'est vraiment un traitement qui doit être mûri et l'indication, elle est bien réfléchie. Ben voilà, là, je crois que c'est le moment pour Philippe de parler de la partie chirurgicale. Bonjour à tous. Je suis donc le manuel, celui qui ne réfléchit pas, celui qui pose les neurostimulateurs, et je vais vous expliquer comment ça se passe au plan chirurgical. Alors il y a 3 phases. Phase préopératoire, où on fait le bilan. Le premier temps opératoire, comme vous l'a expliqué Luc, c'est le temps qui est consacré à la pose de l'électrode de neurostimulation. On a choisi l'électrode chirurgicale parce que il faut reconnaître que c'est celle qui a le plus de plots et qui a le plus de possibilités. Et puis le deuxième temps opératoire, eh bien c'est le temps qui succède aux essais, qui, si ils sont positifs, nous permet d'implanter définitivement le générateur. Alors le temps préopératoire, pour moi, c'est le temps où on va tout de même vérifier qu'il n'y a pas de solution chirurgicale au problème, ou en tout cas qu'il n'y a pas de solution chirurgicale à la cause de la douleur. La plupart du temps, ce sont des rachis opérés. On va tout de même vérifier, avant de poser définitivement l'indication de neurostimulation, tout simplement qu'il n'y ait pas une compression résiduelle, qu'il n'y ait pas une sténose qui pourrait générer ces douleurs. Ce qui fait que généralement on recomplète le bilan, alors soit Luc le fait, soit je le fais, par la réalisation d'IRM, et là comme ce sont des rachis opérés, c'est quasiment tout le temps avec injection de gadolinium, pourquoi pas un myéloscanner, qui reste quand même l'examen de référence, même si c'est plus invasif. Quasiment tous les patients ont un électromyogramme qui nous permet éventuellement de voir si les douleurs sont d'origine séquelaire ou si elles sont plus récentes. Si c'est le cas, il faut absolument aller chercher la compression et ne pas aller poser un neurostimulateur à quelqu'un qui pourrait bénéficier tout simplement d'un traitement de décompression radiculomédulaire. Enfin, il y a des patients qui restent douloureux, qui ont des discopathies étagées, qui peuvent bénéficier d'une arthrodèse, intervention qui leur permettrait de ne pas avoir d'implantation de neurostimulateur. Enfin, et c'est pas rare, les douleurs lombaires, les douleurs lomboradiculaires sont malheureusement sont souvent intriquées avec des pathologies ostéo-articulaires. Et c'est toujours très compliqué de faire la part entre ce qui revient au rachis ou à la racine et ce qui revient aux articulations usées. Donc ça nécessite finalement une reprise en main du diagnostic différentiel pour être sûr qu'on ne va pas passer à côté et qu'on a bien raison d'aller implanter un neurostimulateur. Et si tout ce bilan, on va dire étiologique sur la douleur, revient négatif, c'est-à-dire si, oui, vraiment, on peut affirmer qu'il n'y a pas d'autre solution chirurgicale, à ce moment-là, on retient définitivement l'implantation du neurostimulateur. En préopératoire, c'est le moment aussi, ça c'est pour moi, de dire si c'est possible ou pas. Parce que parfois ça va être un petit peu compliqué, notamment chez les gens qui ont déjà été opérés à l'endroit où on va implanter l'électrode, parce que généralement il y a de la fibrose et ça peut rendre l'intervention très compliquée, voire impossible, voire extrêmement dangereuse. Enfin, il est clair que les gens qui ont déjà eu des sepsis, etc., ont de bonnes chances d'être écartés. Mais ça, c'est quelque chose de tout à fait évident. Dernière vérification à faire avant de se lancer dans l'aventure, c'est de voir si les gens sont capables de supporter une intervention qui, dans le cas d'une électrode chirurgicale, va être un petit peu plus compliquée, comme vous l'a expliqué Luc. C'est une véritable intervention rachidienne, il va y avoir un abord, il va y avoir un décubitus ventral, une hypotension contrôlée. Et ces patients sont, pour la plupart, ça se passe bien, ils n'ont pas trop d'antécédents, mais pour certains, ils vont être retoqués d'emblée parce qu'ils n'ont pas la physiologie nécessaire. Et une fois que tous les feux sont au vert, on lance le bilan préopératoire, qui est un bilan préopératoire tout à fait classique. Alors en quoi ça consiste ?
Je vous ai affiché deux schémas. Ceci, c'est une électrode de neurostimulation. Si ça vous intéresse, j'en ai amené une. En gros, c'est du caoutchouc avec des plots en métal, reliés avec des fils électriques, reliés à un boîtier qui envoie des courants, et l'ingénieur, Luc, et puis les gens du CSSR stimulent sur un ou plusieurs plots, tous les plots à la fois, droite, gauche, etc. Où est-ce qu'on la place? Vous avez le rachis, on rentre dans le canal et on met ça sur la face postérieure de la moelle, sur la dure-mère, donc en gros sur les cordons postérieurs qui sont les cordons qu'on souhaite stimuler. Vous avez bien compris, les cordons postérieurs, ça transmet des tas de choses de la sensibilité, douleur ou paresthésie. En fait, le principe, c'est de remplacer les douleurs par des fourmillements. La douleur, ça fait mal, les fourmillements, à la limite, c'est pas super agréable, mais il s'y habitue assez vite. Et en tout cas, ça supprime la douleur. Alors, comment fait-on? Eh bien, il suffit d'aborder le rachis en faisant une petite laminectomie, pas bien grande, pour pouvoir glisser cette petite chose qui est toute molle, donc il ne faut pas un énorme orifice, ce n'est pas une grande laminectomie, et on glisse cette électrode et elle va se mettre normalement parfaitement bien au milieu parce qu'elle a une forme tout à fait particulière qui l'empêche de glisser sur les côtés. Donc on se retrouve avec les trois lignes d'électrostimulation. Une va être bien médiane, et puis on en a une de chaque côté. Généralement, ça fonctionne très bien. Luc nous indique le niveau sur lequel il souhaite voir la neurostimulation, et puis on fait l'opération. Généralement, il vient assister. Alors bon, je ne rentre pas dans les détails. L'intervention, c'est en décubitus ventral, une salle d'opération, mais surtout un amplificateur de brillance qui nous permet de positionner exactement l'électrode selon je ne vais pas dire les recommandations, mais le but ou la recherche du niveau de stimulation que nous indique Luc Brun. Je vous montre ici tout un paquet d'électrodes. Alors les plus simples, ce sont celles-ci, sont les percutanées. Les percutanées, il n'y a pas besoin d'une grande opération, ça se fait sous anesthésie locale. Les modèles courants sont ceux-là. Vous avez quelques plots. Avantage, mais il n'y a pas de chirurgie, ou il n'y a pas de chirurgie au sens strict. Mais il y a quand même des inconvénients. C'est-à-dire que déjà, on a beaucoup moins de plots. Et puis, dans le passé, pour en avoir mis, on en a posé quand même quelques-unes à Magnin, on avait tout de même des électrodes qui passaient un petit coup sur la droite, un petit coup sur la gauche, et c'était assez fâcheux. Lorsqu'on veut stimuler des deux côtés, on se retrouvait avec des gens qui étaient partiellement satisfaits, ou à moitié satisfaits, puisqu'ils étaient stimulés d'un côté, pas de l'autre, ou alors stimulés du mauvais côté et pas du bon côté. Ces électrodes-là sont des électrodes chirurgicales, ça c'est celle que nous posons, qui est une électrode qui va pouvoir stimuler indifféremment la droite, la gauche, avec une grande variété de plots, il y en a 16, et ce sont les gens du CSSR qui vont faire tous les calculs, les tests avec Luc pour voir quel est le meilleur réglage adapté aux patients. Je vous montre quelques photos. Bon, ça sont des photos post-opératoires pour vous montrer à quoi ça ressemble. Bon, ça c'est un rachis opéré, vous avez une arthrodèse ici, et voilà l'électrode qui est positionnée, vous la voyez de profil. Et puis on peut voir, par exemple sur cette radio, c'est à peu près la même chose que ça, l'étage qui nous convient. Mais ça on le règle en paire opératoire, c'est-à-dire on se positionne, etc. Alors généralement Luc va me demander l'intégralité de D10 et puis la moitié de D9 et un petit peu de D11. Et bien, en paire opératoire, on fixe exactement l'électrode, on la met exactement où il faut. On a l'ampli brillance qui va nous donner l'image de face, l'image de profil. Une fois qu'on est parfaitement au bon niveau et que Luc est content, on fixe l'ensemble. On a un moyen de fixer l'électrode au niveau du rachis et on referme. Le premier temps opératoire, vous avez une photo ici. La cicatrice, elle est ici. Mais vous allez avoir les connecteurs externes qui vont sortir. Les connecteurs externes, c'est ça. Ça va être relié à un boîtier externe, une télécommande. Et puis, pendant quelques jours, les tests vont être faits pour qu'on ait une réponse. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça ne marche pas? Le délai, généralement, on implante le mardi matin. Les gens restent un jour ou deux à la clinique, ils partent au CSSR ensuite, on ne les revoit pas pendant une semaine. Les gens du SSR font les tests avec les petits boîtiers, avec l'ingénieur, etc. Ah, ça marche pas? Oui. Et puis, si tout est bon, on les retrouve lundi soir avec la réponse de 3 cas de figure, tout fonctionne.
les patients sont contents, etc. L'ingénieur a trouvé les bons réglages, il n'y a pas de souci particulier. À ce moment-là, on procède à l'implantation définitive. Alors pour ceux que ça intéresse, j'ai amené des boîtiers de neurostimulation. Ça, c'est un boîtier non rechargeable qui est assez volumineux, mais bon, il dure entre 3 et 5 ans. Et puis vous avez des tout petits boîtiers rechargeables, beaucoup plus petits, beaucoup plus soft, mais qui ont aussi des contraintes particulières, puisqu'il faut les recharger très régulièrement. Bref, si les tests sont positifs, on implante. Deuxième cas de figure, le test est négatif, ça ne marche pas. Les patients ne sont pas satisfaits, ils ne sont pas soulagés, etc. Bon, ben, on fait quand même la deuxième intervention, sauf qu'on n'implante pas le générateur, mais on retire l'électrode, qui après tout est un corps étranger. Ça prend 5 à 10 minutes, et puis voilà. Et puis il faut aussi parler de la troisième possibilité, c'est qu'il puisse y avoir une petite infection. Parce que je vous rappelle qu'on a des fils qui vont sortir et qui sont reliés à un implant qui est en interne au niveau de la moelle épinière. C'est arrivé, malheureusement, nous avons eu un cas. Alors là, on a deux façons de faire. Soit le sepsis est profond, heureusement, ça ne nous est pas arrivé, ou le sepsis est profond et important, et à ce moment-là, généralement, ça se termine par le retrait complet de l'électrode, le nettoyage. Et puis pour le patient, c'est une voie de sans retour, parce que s'ils ont fait une grosse infection, on ne retournera pas, et puis voilà. Deuxième cas de figure, c'est quelque chose d'assez superficiel. Alors là, on temporise. C'est-à-dire qu'on va aller nettoyer le site infecté, prescrire des antibiotiques, une antibiothérapie adaptée et essayer d'être assez conservateur pour conserver à tout prix l'électrode. On va supprimer les connecteurs, les fils de connexion externe pour tout laisser en interne, mettre des antibiotiques et puis attendre quelques mois que tout se tasse en se disant on lui a maintenu son électrode, si tout va bien, on va l'implanter en différé. Après tout, c'est juste du branchement. Il suffit de récupérer les fils, les faire passer sous la peau pour aller les mettre, où je vais vous montrer tout à l'heure. Ça, ce sont les boîtiers, les différents boîtiers, la petite télécommande externe qu'utilisent les patients. Le fonctionnement est assez simple, c'est marche-arrêt, plus ou moins. Ils ne peuvent pas jouer, ils ne peuvent pas régler avec les plots d'implantation. Ça, c'est du domaine de la médecine, de Luc, de notre ingénieur, etc. Ça, c'est un boîtier rechargeable avec la tablette de contrôle et puis le boîtier, mais je crois savoir qu'il y a même une application. Les gens peuvent le mettre en marche et faire plus et moins avec le téléphone. Enfin, pour finir, vous parlez donc dans le deuxième temps opératoire, lorsque tout va bien, et c'est la plupart du temps le cas, je crois on va en parler après, mais nous avons eu qu'un seul échec, c'est-à-dire quelqu'un qui a une électrode chez qui la stimulation n'a rien donné. Mais la plupart, c'est-à-dire que l'immense majorité a été implantée. Et vous voyez sur ces diapos, alors l'électrode est quelque part plus haut, vous avez les fils de connexion. Ce que vous voyez ici, c'est les tout petits fils électriques qu'on va faire passer sous la peau en les tunnelisant. Et puis au niveau de la paroi abdominale, alors soit en sous-costal droit, sous-costal gauche, on leur fait une petite incision, on fait une petite logette pour implanter le boîtier, on referme et c'est terminé. Et puis ben voilà, vous avez une petite cicatrice ici avec le boîtier qui est normalement juste en dessous. Ça, c'est une voie abdominale. La petite cicatrice ici et de l'autre côté et correspondait à la sortie des connexions externes pour les tests. Enfin, deuxième façon d'implanter, c'est en région fessière. Alors, ce n'est pas dans la fesse, mais c'est tout en haut de la fesse. Ça se fait aussi. Ce n'est pas vraiment notre habitude. On est plutôt en abdominal parce que les gens sont beaucoup moins gênés. La fesse, c'est un petit peu particulier. On réserverait plutôt cette implantation sur les gens qui ont un ventre trop mou, qui ont une graisse qui est trop molle, où on a un risque de voir basculer un générateur, surtout, et c'est important, surtout si c'est un rechargeable, parce que le rechargeable doit rester parfaitement à plat. Et si on a un patient avec une graisse qui est vraiment de très très mauvaise qualité, le générateur peut basculer et à ce moment-là conduire à des difficultés. Voilà, au CSSR, on accueille les patients J2 en général, même toujours. L'objectif de la prise en charge dans l'établissement, c'est de limiter les risques de complications après l'implantation de l'électrode médulaire et du boîtier externe, ajuster les paramètres de stimulation, et c'est le rôle essentiel de Luc et de Benoît, l'ingénieur Medtronic, évaluer les bénéfices de cette neuromodulation en situation de vie quotidienne, tant dans le service par les équipes soignantes qu'au cours d'activités de kinésithérapie et d'activités physiques adaptées. Et puis finalement,
le lundi matin, c'est de valider collégialement l'implantation définitive ou la non-implantation. Et c'est une validation en présence donc de Luc, médecin de la douleur, d'un médecin MPR, l'infirmière d'algologie, psychologue et technicien. Comment ça se passe en pratique directe? On essaie d'avoir on a une évaluation quotidienne de la douleur par échelle visuelle analogique. Au niveau des équipes soignantes, les douches sont bien sûr interdites, toilettes au gant exclusives. Il y a une réflexion du pansement tous les 2 jours avec un protocole extrêmement strict pour être extrêmement vigilant au niveau des points de sortie des électrodes. On peut faire un drainage plutôt centrifuge, c'est-à-dire pour faire sortir les petites sérosités qui peuvent être observées au niveau de sortie des fils. Et bien sûr, les signaux d'alerte, c'est un écoulement sale, un aspect inflammatoire, une collection et une fièvre. Et je suis... Voilà. Pardon. En kinésithérapie et en activité physique adaptée, on a une batterie d'évaluation avec un schéma des zones douloureuses, un questionnaire HAD, c'est-à-dire l'échelle de Hamilton, anxiété-dépression, QDSA, c'est le questionnaire douleur Saint-Antoine, abrégé, et le retentissement de la douleur dans les activités plus personnelles, l'humeur, la capacité de marche, le travail, la relation avec les autres, le sommeil, le goût de vivre. Et on essaie de favoriser, alors même que les patients sont en post-opératoire immédiat, une reprise d'activité de la façon la plus écologique possible. En kiné, il y a une activité physique, un parcours de marche extérieure, toujours avec évaluation quasi permanente de la douleur et des bénéfices de la neuromodulation. En activité physique adaptée, c'est pareil, des exercices d'endurance et du cardio pour le réentraînement à l'effort. Voilà la batterie d'exploration que l'on a. Donc ça, c'est le schéma des zones douloureuses. Ici, c'est le questionnaire Saint-Antoine, l'échelle HAD, avec des questions qui sont assez piégeantes, hein, parce que le patient va répondre à des questions, mais il ne peut pas savoir s'il répond plutôt sur l'anxiété ou plutôt sur la dépression. C'est assez piégeant ce questionnaire. Une description de la douleur, donc le QDSA, et là, le retentissement dans la vie quotidienne. Donc, 18 patients ont bénéficié de cette technique, donc 6 antérieurement au protocole actuel de collaboration interétablissement. Il y a 12 patients qui ont été hospitalisés au CSSR entre octobre 2018 et juillet 2020. 6 hommes, 6 femmes, âge moyen 57 ans, vous voyez les extrêmes. Un patient n'a pas eu d'implantation définitive, un patient a été explanté. Et le délai moyen entre le début de la pathologie pour l'ensemble de ces 18 patients, c'est 8,5 ans, avec des extrêmes entre 19 ans et 3 ans. Quand on fait une analyse rétrospective, on s'aperçoit que toute la batterie d'évaluation qu'on a inventée, qui a été mise en place, des fois c'est difficile d'avoir les résultats, puisqu'il n'y a eu que 4 dossiers qui ont eu une évaluation complète. Un patient de 72 ans a eu un sepsis précoce à J7, avec une ablation du boîtier, puis une ablation secondaire de l'électrode thoracique à 8 mois. C'est un patient qui avait eu une arthrodèse de cheville à la suite d'un échec de prothèse de cheville et qui avait des signes de dénervation chronique à l'électromyogramme. Un autre patient de 77 ans pour lequel on a été en échec. La stimulation entraînait des paresthésies qu'il considérait comme plus gênantes que sa douleur. Donc finalement, il n'a pas été implanté, ce qui fait qu'il nous reste 10 patients. 6 femmes, 4 hommes, âge moyen toujours, 56 et quelques. L'ancienneté des troubles, 9 ans, 19, 3 ans. Et dans tous les cas, c'est un tableau de lomboradiculargie chronicisée, avec dans 7 cas sur 10, une atteinte neurogène périphérique chronique, non active à l'EMG. Tous les patients ont des antécédents chirurgicaux, que ce soit une chirurgie discale, arthrodèse ou laminectomie. Et pour parler de la gravité des accidents du travail, 5 sur 10 sont en accident du travail ou maladie professionnelle.
Là, c'est une technique efficace. En moyenne, le VA est à 6,7 à l'entrée et en moyenne à 2,3 à la sortie. Si on fait des évaluations plus ciblées, donc seulement sur 4 patients, le score HAD, qui est à 10 et 11 pour l'anxiété et la dépression, en moyenne sur les 4 patients à l'entrée, passe à 9,2 et 8,2 à la sortie, respectivement toujours pour l'anxiété et la dépression. Et le retentissement dans la vie quotidienne, le score est à 37 sur 60 et il passe à 28 sur 60. Bien sûr, sur 4 cas, on ne fait pas de calcul d'autres choses, de calcul statistique. Sur les traitements à moyen terme, 2 patients conservent un traitement ciblé douleur neuropathique, c'est du Lyrica. 4 prennent seulement des antalgiques occasionnellement de palier 2. 5 seulement des paliers 1. Et 5 patients ont pu effectuer ou sont en attente d'un séjour type RFR. C'est dire si leur soulagement est important, puisqu'on va pouvoir leur proposer quelque chose une prise en charge très active. Et un patient est en attente du repositionnement de son boîtier avec un retournement. Donc si on pouvait conclure, et on peut, c'est une technique qui est efficace à court et moyen terme. Ça entraîne un sevrage médicamenteux très important pour les patients. Ça améliore l'estime de soi et leurs relations socio-professionnelles. Ça demande bien sûr une sélection rigoureuse des patients et un suivi régulier. Et c'est une belle illustration d'une collaboration inter-établissement en Nouvelle-Calédonie. Voilà, je vous remercie.